La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, le débat politique de mercredi sur Taxi FM, émission Projecteur. Notre invitée est une juriste, femme politique et militante des droits de l'homme togolaise, première femme candidate à une élection présidentielle au Togo. Son goût avec la politique, elle a hérité très tôt de son engagement de sa mère, militante du RDA d'Ofoué-Boigny à l'époque, et de son père militant du parti de Nicolas Gruniski. Son entrée en politique a commencé en 90 comme membre fondateur de la CDPA, premier parti politique d'opposition au Togo, dans la clandestinité. Et elle a été également siégée au Conseil de la République haïtienne, le Parlement de transition. Son engagement également, c'est militante des droits de l'homme. Elle a été coordinatrice de WILDAF Togo et également elle a dirigé plusieurs associations féminines de droits de l'homme. Notre invitée, Brigitte Kafi Adamabo Johnson, elle est la coordinatrice de la coalition regroupement des partis politiques, la C14. Bonjour madame. Bonjour monsieur Atiko. Vous me surprenez là, vous en savez beaucoup sur moi, à ce que je vois. Pas trop. En tout cas, vous allez nous parler un peu de l'actualité politique aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis à votre disposition et je voudrais saluer les auditeurs et auditrices de Taxi FM. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette émission Projecteur sur Taxi FM. D'abord, comment se porte votre parti et la CDP à la Convention démocratique des peuples africains, madame? La CDPA que je dirige se porte bien. Elle se prépare pour le combat qui vient. Elle est dans le combat, elle est dans les stratégies et nous sommes sereins. Alors vous êtes serein et nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2020. Quelle est l'ambiance qui fait au sein de l'état-major de votre parti tout d'abord? Mais l'ambiance, c'est celle qui précède toujours les grands moments de la vie politique. Dans un parti comme le nôtre, dont vous connaissez l'engagement, je voudrais rappeler que c'est un parti qui a été créé en 87 déjà dans la clandestinité et que l'objectif que nous avons, c'est de transformer la société togolaise, d'en faire une société vraiment démocratique. Nous avons commencé à travailler, à faire un travail de fourmi pour éveiller la conscience des Togolais et des Togolaises. Cela a contribué à donner ce à quoi nous avons assisté au début des années 90, les premières revendications ouvertes et collectives pour la démocratie. Nous avons comme adversaire un régime coriace, un régime dictatorial, soutenu par des forces militaires, ayant des racines profondes au Togo et hors du Togo, un régime qui ne comprend pas que les populations togolaises veulent être dirigées autrement. Et donc, face à la fronde du début des années 90, le dictateur a fait semblant il a fait semblant de plier et de céder aux desiderata des Togolais, mais nous avons vu comment très rapidement le régime a repris les choses en main, a remis en cause un certain nombre d'acquis à travers les modifications successives qu'il y a eu de notre constitution, à travers les répressions très dures, les massacres. Et vous comprenez bien que dans cette situation-là, la CDPA ne peut pas être satisfaite. Et nous ne pouvons pas être satisfaites, d'autant plus que nous avons vu venir très tôt
cette résistance-là de l'adversaire, ce qui déjà en 92 nous avait amené à prévenir les Togolais en leur disant attention, dans notre lutte, nous avons obtenu le multipartisme, nous avons obtenu la liberté d'expression que nous exerçons avec plus ou moins de bonheur, mais attention, ce n'est pas encore la démocratie. La démocratie, nous ne l'avons pas. D'où notre slogan « démocratie d'abord, multipartisme ensuite ». Le dictateur a fait semblant de céder, mais sur les fondamentaux de la démocratie, eh bien, il n'a pas du tout reculé. Alors, nous, face à cette situation-là, nous continuons à nous battre avec le sentiment que nous n'avons pas atteint encore les objectifs pour lesquels notre parti a été créé. Et nous ne nous reposerons un temps soit peu que lorsque nous aurons constaté que le Togo est vraiment sur les rails de la démocratie. Et en ce moment-là, le jeu démocratique pourra se jouer entre partis politiques créés. Donc, nous sommes en train de nous organiser, nous avons conscience de ce que 2020 qui arrive constitue encore pour nous une opportunité que nous devons saisir pour entrer dans la démocratie qui nécessite une alternance. Ça passe forcément par l'alternance à la tête de l'État. L'histoire politique togolaise a été marquée ces derniers temps par une succession d'événements d'août 2017 avec la série de contestations initiées par le Parti national panafricain au regroupement de certains partis politiques autour donc de cette coalition que nous avons baptisée, que vous avez baptisée la C14. Et aujourd'hui, nous sommes à l'orée de la présidentielle de 2020. Tout d'abord, est-ce que, madame, dans la foulée des intentions de candidature qui foisonnent ces derniers temps, est-ce que vous porteriez le flambeau de votre parti à la présidentielle de 2020? Ah, question très intéressante. Mais je me demande si vous avez suivi les déclarations de la C14. Vous savez très bien que la CDPA est membre de cette coalition-là. Cette coalition qui incarne, c'est la seule force politique, je dis bien la seule force politique aujourd'hui qui incarne la logique de l'unicité d'action de l'opposition face à l'adversaire commun. C'est la seule force dont l'action se situe dans le prolongement de ce slogan que nous avons lancé, démocratie d'abord, multipartisme ensuite. Nous avons résolu au sein de la C14 de jouer un rôle, un rôle moteur, de nous battre pour incarner cette aspiration des Togolais à l'unicité de candidature. Nous sommes, si vous voulez, on dirait dans une logique triviale, on pourrait dire caricaturale, on pourrait dire que nous sommes dans la position des faiseurs de roi, mais moi je préfère l'expression gardien du temple, c'est-à-dire nous croyons en ce que on ne peut gagner ces élections que en présentant tous un candidat que nous soutiendrons avec une plateforme commune à laquelle toutes les parties prenantes adhéreront et qui sera mise en œuvre lorsque nous aurons gagné, nous aurons réussi à provoquer l'alternance. Donc, nous sommes dans cette logique et à la C14, nous avons dit la candidature unique ne doit pas être interne uniquement à la C14. Nous l'ouvrons aux Togolais
qui qui se reconnaissent dans cette démarche-là. Nous l'ouvrons aux autres partis qui ne sont pas de la C14, nous l'ouvrons à la société civile. Et donc, c'est dans un cadre élargi que nous allons faire le choix du candidat unique. Il s'agit pour nous de créer ce cadre dans lequel les candidatures à la candidature unique vont s'exprimer et selon une procédure transparente avec des critères bien définis, eh bien, on procédera au choix de ce candidat-là. Mais avant l'étape de ce cadre unique, la C14 a bien dit qu'elle n'a pas de candidat. Elle fera le choix avec les autres parties prenantes dans ce cadre-là. Alors, dans ces conditions, vous ne pouvez pas nous demander si la CDPA a un candidat. Nous n'avons pas encore de candidat. Nous le saurons, notre candidat sera le candidat unique que nous aurons contribué à choisir. Et nous pensons, c'est quelque chose d'important que je voudrais dire, dans ce long cheminement, ce long parcours que nous avons vers la démocratie à laquelle nous aspirons, les partis politiques ont joué un rôle important et on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les blâmer, mais en même temps, il faut reconnaître que les partis politiques ont eu à poser des actes dont certains ont vraiment découragé et déçu les citoyens. De sorte qu'aujourd'hui, ce n'est pas propre au Togo, mais c'est propre à un certain nombre de pays qui sont en transition démocratique. Et nous en avons vu l'expression la dernière fois en Tunisie, où des candidats de partis dont des partis qui traditionnellement sont reconnus comme ayant un poids important, eh bien, ces candidats ont été délaissés par les populations au profit d'un homme neuf sorti de nulle part et qui n'a pas un background politique, qui n'a pas une, comment dirais-je, qui n'appartient pas à un parti politique. Et donc, c'est quelque chose qui nous a profondément donné à réfléchir. Et quand nous entendons aussi les commentaires des Togolais, nous n'avons pas fait exprès. Je ne dis pas que les partis politiques ont fait exprès. On ne peut pas dire, ce serait exagéré de dire aussi qu'ils ont trahi. Mais il y a une lassitude en raison des errements que les partis ont connus. Et du coup, nous nous disons, mais montrons aux Togolais que malgré nos erreurs, malgré nos errements, nous sommes motivés par comment faire le bonheur des Togolais. Et le bonheur des Togolais passe par l'alternance, le changement à la tête de ce pays. Pour leur montrer notre bonne foi, eh bien, faisons le sacrifice. Et imposons-nous de ne pas nous présenter aux élections. Comme ça, on ne pensera pas que les partis politiques ne sont motivés que par la recherche du pouvoir, la quête du pouvoir. Nous, à la CDP, ça nous convient parfaitement parce que nous pensons que la démocratie n'existant pas encore, ce n'est pas encore le moment de chercher pour chaque parti, de rechercher le pouvoir. Et donc, on a pris sur nous qu'aucun d'entre nous, membres de la C14, ne présentera pas de candidat. Mais nous serons le gardien du temple. Notre candidat sera le candidat unique que nous aurons contribué à choisir avec d'autres partenaires. Alors, madame, vous avez dit beaucoup de choses en moins de temps. C'est donc la position de la C14. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la C14 représente l'entité des forces démocratiques, étant donné que depuis quelques mois déjà, eh bien, le regroupement n'a cessé de se fissurer. Beaucoup de partis politiques ont quitté vos rangs.
De la C14, on se retrouve aujourd'hui à 5 ou à 6 partis de l'opposition. À 5. Est-ce que vous pensez que la C14 représente aujourd'hui une entité qui fédère et qui pourra parler au nom des forces démocratiques? Vous voyez pourquoi on en est réduit là. En réalité, le point central, c'est que les partis qui se sont désolidarisés n'acceptent pas encore cette logique-là du sacrifice pour que, après l'alternance, les règles du jeu démocratique puissent opérer. Or, il s'agit juste d'un sacrifice de courte durée. Ça va durer tout au plus l'instant d'un mandat, un mandat qu'on peut même de surcroît réduire, si on s'entend, parce que l'après-alternance sera nécessairement une transition. On va décider de l'écourter et de ne pas la mettre sur un mandat normal, hein, d'un président de la République. C'est ça que les partis politiques n'ont pas accepté. Alors, nous, on respecte le choix des uns et des autres, mais ce n'est pas parce que les gens n'acceptent pas quelque chose auquel vous croyez et qui se trouve être la vérité. C'est la voie. C'est la voie. On ne peut pas faire autrement. Si on veut vraiment provoquer l'alternance, que vous allez y renoncer, vous qui y croyez. Et donc, aujourd'hui, nous sommes 5. Nous avons un groupe plus homogène que les 14. Et ce que je voudrais vous dire, que l'une des forces de ce groupe, c'est que elle porte une idée, la candidature unique, qui est en conformité, en harmonie avec les aspirations de beaucoup de Togolais. Voyez-vous, il y a des gens qui disent oui, mais la candidature unique, est-ce que ce sera la première fois qu'on l'aura réalisée? Bien sûr que ce ne sera pas la première fois qu'on l'aura réalisée, mais c'est le moindre mal, quoi qu'on dise. C'est la formule qui fait prendre le moins de risques aux forces démocratiques. Et il s'agit d'améliorer en tirant leçon des expériences passées. Et une des leçons que nous avons tirées aussi au sein de la C14, c'est que la candidature unique a toujours posé problème parce que le choix d'un candidat issu d'un parti politique donné a toujours été difficile. Alors, les gens, la conséquence, c'est que les gens ont adhéré à ce choix à contre-cœur et ne se sont pas vraiment battus, ou alors des gens ont même refusé et ont combattu. Alors nous nous sommes dit, un des intérêts aussi d'accepter de vous sacrifier, vous, partis politiques, c'est que du coup, vous supprimez les rivalités entre partis politiques et vous prenez la précaution d'avoir un candidat qui répond à un certain nombre de critères, qui a un certain nombre de qualités qui vous garantissent qu'il va pouvoir conduire la transition et conduire une équipe qui va animer cette transition sans considérer qu'il est dans une position de privilégié ou qu'il a tout seul la science infuse, parce que nous sommes conscients de ce que l'après-alternance ne va pas être une chose facile à gérer. Et comme vous l'expliquez, la candidature unique, c'est donc la position de la C14 et bien évidemment de votre parti, la CDP. Alors, les discussions politiques engagées par le pouvoir avec l'opposition ont déjà enregistré quelques premiers couacs. Alors, vous avez été invité hier mardi à prendre part donc, à des discussions comme plusieurs autres partis politiques au regroupement des partis politiques. Alors, la C14, l'ANC et le Comité d'action pour le renouveau
car ont claqué la porte de discussion dès l'ouverture. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de cette toute première réunion du comité de suivi du processus électoral? Bon, ce qui s'est passé, c'est que nous avons répondu à l'invitation du ministre de l'administration territoriale avec toute la bonne volonté du monde, avec la volonté politique d'aller discuter avec les parties prenantes au sein desquelles nos adversaires, dans l'intérêt du pays, aller discuter pour faire en sorte que, pour une fois, au Togo, étant donné les enjeux de l'élection présidentielle à venir, qu'on puisse organiser une élection véritablement transparente, démocratique et apaisée, dont les résultats soient acceptés par tous. Nous y sommes allés en disant, nous allons avoir la possibilité d'exposer nos préoccupations, que nous avons déjà fait connaître par ailleurs. Nous les avons fait connaître à travers des déclarations que nous avons eu à faire plusieurs fois à travers une conférence de presse, et nous les avons fait connaître au chef de l'État qui a reçu un courrier de nous. Donc, on se dit, très bien, quand on a envoyé au courrier au chef de l'État, curieusement, un beau matin, nous avons reçu une réponse qui n'était pas de lui, mais du ministre de l'administration territoriale, nous disant que des initiatives seront prises pour qu'il y ait un comité de suivi au sein duquel les problèmes liés au processus électoral pourront être posés, et donc chaque partie prenante aura l'occasion de dire ce qu'il pense. On s'est dit, ça y est, le moment est venu, nous nous sommes présentés, mais dès le mot introductif du ministre de l'administration territoriale, nous avons compris que la réunion avait un ordre du jour très précis, et nous nous sommes dit, bon, c'est très bien, quand c'est pas une mauvaise chose en soi, hein, quand vous convoquez une réunion et que vous prévoyez un ordre du jour, il est toujours loisible aux participants de l'adopter tel quel ou de l'amender. Et vous l'avez adopté? On l'a, après le mot introductif du ministre qui voulait passer et qui a annoncé que l'ordre du jour de la rencontre était de partager les informations sur le processus électoral, et que la CENI, la HAC, la sécurité allaient successivement prendre la parole pour nous donner ces informations, mais que le deuxième point serait d'arrêter un calendrier pour les réunions futures. Alors nous avons tout de suite demandé à intervenir. C'est d'abord Maître Agoibo du CAR qui a pris la parole pour dire oui, mais bon, on vous a entendu, c'est bien, mais on a des préoccupations et ce serait bien que vous preniez en compte ces préoccupations-là, et à cet effet, nous souhaitons que vous, s'il le faut, si on peut reporter la rencontre, pour permettre à la prochaine rencontre d'élargir l'ordre du jour pour qu'on puisse discuter d'autres sujets qui sont des sujets d'intérêt aussi. Et nous sommes retrouvés dans cette intervention. Donc, la C14 a tout de suite pris la parole, elle aussi, pour dire non. Nous sommes venus avec la volonté de contribuer, pas de bloquer le processus, mais de contribuer au succès du processus en termes d'arriver à organiser quelque chose de transparent qui ne donne pas lieu à des conflits post-électoraux, et que ce que nous proposions, c'est que
bon, on peut décider, séance tenante, d'ajouter au point concernant le partage d'informations, on peut y ajouter les discussions sur les sujets qui nous préoccupent et qui sont des sujets de fond. On nous a écoutés, l'ANC aussi a pris la parole pour renforcer la demande, mais pour dire d'ailleurs, nous on veut savoir ce comité de suivi là, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il est censé faire, on n'en sait rien. Est-ce que ça va être un comité de suivi comme on en a connu par le passé, où vous ne pouvez contribuer à rien du tout, vous ne pouvez faire aucune suggestion qui soit prise en compte? Alors là où nous avons été surpris, c'est que on dirait aussitôt après nos interventions, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de répartition des rôles, quoi. Alors tout de suite, vous avez dans le camp des partis dits parlementaires, le MRC qui a pris la parole pour dire ah non, bon, vous avez des préoccupations, c'est bien, mais nous, on demande à ce que les travaux commencent tels que prévu. Bon, à la limite, vos préoccupations, vous verrez après comment les faire prendre en charge. Et le représentant d'UNIR qui reprend la parole aussi avec beaucoup d'arrogance et de manque de respect. Et ce qui était surréaliste, c'est qu'on était face à face, il nous regardait bien en face et nous a sorti des mots auxquels nous n'avons pas voulu répondre parce que nous avons le sens des responsabilités et nous comprenons très bien que dans cette arrogance-là, en fait, il y a derrière beaucoup de, comment dirais-je, il y a une panique et il y a une sorte de comment dirais-je, de crainte de voir perdre le pouvoir si les élections à venir étaient transparentes. Et en tout cas, ça n'a pas traduit du tout une sérénité. Et nous y avons opposé une sérénité vraiment à la limite déroutante. Je pense que ça les a dérangés. Mais toujours est-il que mais pourquoi vous après leur intervention, alors que c'était pas eux les organisateurs, on a compris que il y avait une division du travail. Donc c'est maintenant que le ministre de l'administration territoriale a pris la parole pour aller dans le même sens et dire que non, on ne peut pas prendre en compte ce que nous proposons, il faut laisser l'agenda se dérouler tel quel. Bon, d'ailleurs, vous avez vu qu'on a prévu qu'il y aura d'autres réunions. L'air de dire on pourra voir aux réunions prochaines. Mais désolé, nous sommes des responsables politiques et nous portons les revendications d'une immense majorité des Togolais et nous ne pouvons pas laisser faire cette manœuvre qui s'apparente une fois de plus à une duperie, à une ruse peut-être destinée à faire croire à l'opinion internationale et peut-être une partie de l'opinion nationale qui ne connaît pas encore le régime, que en réalité la classe politique discute. Nous avons vu dans cette position-là en tout cas très peu d'ouverture d'esprit. Il n'y avait aucune ouverture d'esprit et nous nous sommes dit bon, très bien, la C14 en partant a dit nous restons disposés à discuter quand vous serez décidés à trouver le cadre, à créer le cadre pour que nous abordions les questions de fond qui nous préoccupent, et bien nous reviendrons. Voilà. Mais beaucoup se sont interrogés que ce n'est que la toute première réunion de ce comité. Pourquoi vous n'étiez pas resté jusqu'au bout pour écouter tout ce que
le ministre allait dire, puisque Agbeome Kodio, président du MPDD, avait un peu regretté que vous n'ayez assisté jusqu'à la fin aux discussions. Oui, mais je vous fais remarquer que le même acteur est arrivé à la conclusion, en étant resté, que il n'y a pas eu d'ouverture du tout. Donc, il n'a peut-être pas décelé ce que nous avions décelé très tôt. Nous avions déjà compris. C'était pas. On est parti quand, disons, la réunion était censée commencer à 15 heures. Nous étions dans la salle, nous étions prêts à 15 heures. On nous a fait attendre une demi-heure parqués dans une salle exiguë où vous aviez à peine de la place pour bouger. Et puis ils arrivent et bon, en une demi-heure, c'était suffisant pour comprendre ce qui se passait. Donc à 16 heures, on a compris qu'on pouvait partir. On a compris et la preuve c'est que M. Agbeome lui-même l'a dit, il n'y avait pas d'ouverture et je mets au défi n'importe lequel des participants restés à la fin de pouvoir nous dire je suis resté et j'ai proposé si ça a été accepté. Madame, est-ce que vous pouvez nous rappeler les préalables que vous exigez pour qu'on puisse l'insérer? Ce ne sont pas des préalables. Je suis désolé, ce régime arrive toujours à biaiser les débats. Nous n'avons jamais dit que nos préoccupations étaient des préalables. Nous avons dit que c'est des questions de fond dont il faut discuter pour avoir un processus électoral transparent, consensuel. Quelles sont ces questions de fond? Lesquelles? On nous dit, venez, la CENI va vous donner des informations sur les préparatifs. Forcément, ces informations vont concerner la révision électorale. Mais il y a une question de fond sur ce premier point. C'est de savoir, est-ce que c'est une révision électorale qu'il nous faut ou un recensement Ils ont parlé de révision électoral. 3 jours. Alors, justement, encore fallait-il qu'on s'entende là-dessus pour que maintenant, suite à ce sur quoi nous nous sommes entendus, on nous dise, bon, il y a un comité de suivi, on va voir si c'est bien appliqué. C'est de ça qu'il est question. La question du recensement électoral. La question même de la CENI qui organise les élections. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est juste que pour une élection aussi importante dont les enjeux sont si cruciaux pour les Togolais, est-ce que c'est crédible qu'une structure composée uniquement d'acteurs ayant partie liée au pouvoir puisse organiser ces élections-là? Donc, recomposition de la CENI. Est-ce que c'est juste? Même si on a le prétexte de dire, oui, c'est vous-même qui n'étiez pas allé aux élections législatives. Est-ce que ça empêche, quand on a la volonté de bien faire, de discuter pour arriver à un accord politique qui mette tout le monde à l'aise pour que nous puissions tous participer à ce processus électoral? Voilà un autre point. La question des bulletins de vote. Est-ce qu'on va toujours continuer à organiser des élections où certains candidats, certaines parties prenantes vont avoir accès aux bulletins qui sont censés être sécurisés, qui sont censés être sous la responsabilité de la CENI? On va toujours assister impuissant au fait que des candidats peuvent arriver, ils ont des lots de bulletins à leur disposition qu'ils utilisent, qu'ils font pré-voter et qu'ils introduisent dans l'urne. C'est normal que
on continue d'organiser ces élections sans trouver des solutions à ça. Est-ce que ce n'est pas une question de bon sens? Est-ce que nous exagérons? Voilà un certain nombre de sujets. La question de l'observation électorale. On a organisé des élections ici la fois dernière, et alors que c'est la CENI qui est censée accréditer les observateurs, eh bien, on a un ministre de l'administration territoriale qui a mis sous tutelle la CENI, qui se permet de dire tel observateur, vous n'observerez pas, pour des raisons qui sont absolument ridicules. Et on ne peut pas comprendre qu'on discute de ces sujets-là avant qu'on ne mette en branle le processus électoral, ou si on l'a déjà mis en branle, qu'on prenne 2 jours ou 3 jours pour redresser les choses. Quand même, je demande au pouvoir de réfléchir un peu, de revenir à la raison et de se dire, ce jeu auquel il joue n'est pas, ce n'est pas acceptable et ça ne peut pas durer. Il ne suffit pas de payer des gens sur les plateformes des réseaux sociaux pour tronquer complètement le débat, pour à chaque fois raconter des âneries sur les positions de l'opposition, pour faire croire que c'est l'opposition qui a tort. Mais ce régime fait beaucoup de tort aux Togolais. Et je vous assure, croyez-moi, nous allons mettre beaucoup de temps à remettre les choses à leur place quand on aura réussi à provoquer l'alternance. On mettra beaucoup de temps pour redresser les torts moraux, intellectuels, pour ne parler que de ça. Parce que je ne veux pas parler de la pauvreté et de tout ça. Alors, madame, on sait que la politique de la chaise vide n'a jamais aidé l'opposition. Tout récemment, le boycott des législatives, on a vu toute la conséquence, l'absence de ces partis à l'Assemblée nationale. On voit aujourd'hui ces conséquences. Pendant ce temps, la CENI déroule son agenda pour la présidentielle qui va se tenir au plus tard dans le tout premier trimestre de l'année 2020. Quelle autre stratégie vous avez alors? Mais monsieur Atikpo, je ne vois pas pourquoi vous parlez de la chaise vide. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport au comité de suivi? C'est par rapport au fait qu'on ait refusé d'être considéré comme des caisses enregistreuses et une caution à une manœuvre de duperie et de ruse? Non. Nous serons là. Qui vous parle de chaises vides? Le combat continue. Et vous avez compris que dans le communiqué que la C14 a publié, nous avons tiré beaucoup de leçons de ce qui s'est passé hier. Et nous pensons que les Togolais, ce qui s'est passé hier, doit galvaniser les Togolais pour qu'ils se mobilisent à nouveau. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous appelons massivement les Togolais, nous les appelons à se déplacer en grand nombre pour aller au meeting initié par le Front citoyen Togo Debout, parce que ce ne sera que le début encore d'une forme de combat. Les stratégies que nous utiliserons, vous les verrez. On a vu l'ANC appeler les populations à aller massivement s'enregistrer sur les listes électorales, que ce soit recensement ou révision. C'est quand même un changement de ton. Quelle est la position de la C14 par rapport à cet enjeu-là qui Nous arrive? réitérons notre position qui est que ce qu'il faut pour des élections transparentes, c'est un recensement électoral qu'il faut. Mais voyez-vous, on aurait pu se satisfaire aussi d'une révision à certaines conditions.
la liste électorale qu'on a utilisée pour l'élection législative de 2018, elle a été auditée. L'audit a eu lieu sur la demande des parties prenantes au dialogue à l'époque, c'est-à-dire la C14 et le gouvernement qui se sont entendus là-dessus. Et la CEDEAO a payé. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'à ce jour, nous n'avons pas vu cet audit-là du fichier électoral. Pourquoi on a utilisé ce fichier pour organiser les législatives? On a caché, sans doute, parce que ce fichier électoral-là contenait des énormités qui doivent exister. Alors aujourd'hui, si on veut bien faire les choses, si le gouvernement dit qu'on n'a pas le temps ou on n'a pas les moyens de faire un recensement électoral, et s'il veut montrer qu'il est de bonne foi, au moins qu'il sorte ce rapport d'audit que nous tous nous voyons, ce qui a été relevé comme imperfection, et que nous nous disions, eh bien, à l'occasion de cette révision-là, prenons ça en compte. Que le gouvernement dise, ok, j'ai la volonté de bien faire les choses, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, mais pour bien faire les choses, ok, je vais cette fois-ci faire la révision commune par commune. Comme le code prévoit, hein, le recensement, ça devrait être fait de la sorte. Et si on accepte le principe, ça veut dire que les kits vont être chargés du fichier électoral de chaque commune, au lieu de mettre tout le gros fichier pour ralentir les machines, si tant est qu'ils n'avaient pas fait exprès la dernière fois, pour que les machines ne fonctionnent pas. Au moins, il y a cet aménagement qu'on peut faire aussi. Il y a d'autres aménagements qu'on peut faire. Donc, on peut créer, une fois qu'on a admis le principe de la révision au niveau des communes, ok, bon, la CENI est ce qu'elle est. Bon, ok, vous ne voulez pas toucher au code électoral. On ne peut plus en modifier la composition, mais comme gage de bonne foi, bon, nous acceptons qu'au niveau des communes, qui sont aujourd'hui une réalité, qu'on mette en place une structure, des structures paritaires qui puissent avoir un droit de regard sur ce qui se fait en termes de révision. Rien de tout ça n'a été fait. Notre position aujourd'hui, nous continuons de la réitérer. Si on veut bien faire les choses, c'est un recensement électoral que l'on devra faire. Le combat continue. Mais nous disons, eh bien, les Togolais qui n'ont pas encore leur carte, ce combat-là, on va le mener pied à pied. Donc, ceux qui n'ont pas leur carte, mais qu'ils aillent s'inscrire pour obtenir leur carte, en attendant qu'on fasse mieux, en attendant qu'on obtienne mieux, un mieux qui nous conduira à l'alternance. Donc voilà. On voit ces derniers temps de la C4. La détermination de Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, l'archevêque émérite de Lomé, aux côtés des forces démocratiques. Comment vous, maintenant, vous appréciez cette Mais Monseigneur est une chance pour le Togo. Il est une chance pour le Togo. Et c'est dommage qu'il y a des Togolais qui ne le savent pas. C'est une personnalité engagée qui aime son pays et qui veut voir son pays sur la bonne voie, la voie du développement, mais un développement que permet une véritable démocratie. Nous sommes en train de tourner en rond. Le Togo tourne en rond depuis 30 ans que les Togolais ont manifesté leur volonté d'entrer dans une société démocratique. La finalité, c'est qu'ils sont convaincus que c'est ça qui va créer le bien-être
auquel ils aspirent. Mais, et Monseigneur est lui aussi dans cette logique-là. C'est pour ça que quand il a été sollicité au début des années 90 pour présider la conférence nationale souveraine, il a accepté de bon cœur. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour que ce pays aille bien. Les gens qui disent, nous qui avons été acteurs et témoins, nous sourions quand nous voyons certains commentaires de jeunes qui ont été endoctrinés par ce régime et qui prétendent ils prétendent critiquer le rôle que Monseigneur a joué depuis le début des années 90. Ils se trompent. Nous disons, et je suis sûr que la majorité des Togolais pensent que Monseigneur Podjoro est une chance pour le Togo. Et c'est d'autant plus une chance qu'il a un certain âge. Et un âge auquel il a le droit de se reposer, de dire après tout, j'ai encore combien d'années à vivre, et de s'asseoir et de mourir tranquillement. Mais au contraire, nous sentons dans cet homme de Dieu, à chaque fois que nous le rencontrons, une détermination à réussir une mission avant de quitter ce monde et aller rendre compte. Il a l'habitude de dire, le découragement n'est pas dans mon vocabulaire. Je ne connais pas le découragement. Et c'est une véritable source d'inspiration. C'est une ressource qui nous recharge à chaque fois que nous allons en contact avec lui. Et nous sommes convaincus que nous devons mener le combat jusqu'au bout. Sinon, ce serait une grande honte. Une grande honte pour tous les Togolais. Nous avons cet exemple-là. Et qu'il ne nous inspire pas pour mener à bout notre combat. Ce serait une honte que l'histoire mentionnera, retiendra et dont on parlera. Une délégation de la CEDEAO et des Nations Unies était la semaine dernière dans la capitale togolaise, représentée par Mohamed Ibn Shabazz. Sûrement que vous avez rencontré cette délégation. Non, non. Vous leur avez eu le temps de leur faire des propositions? Non, non, pas du tout. Je l'ai déjà dit chez un de vos confrères. Nous avons appris l'arrivée de cette délégation sur les médias, mais jamais nous n'avons été invités à la rencontrer, ce qui nous surprend d'ailleurs, d'autant plus qu'il y avait eu une mission précédente qui a préparé la voie, qui a balisé la voie à celle-là, j'espère, et qui nous a longuement reçus, à laquelle nous avons eu le temps d'exposer très longuement la situation qui prévaut et nos préoccupations, nos propositions concernant le processus électoral à venir. Quel message vous avez au Togolais? Dernière question. Naturellement, vous comprenez que c'est un message de courage et de détermination. Ce serait une erreur que de se dire tout est plié, on ne fait plus rien. Non, non. Tout est encore possible, malgré les apparences. Malgré les apparences. Et il appartient à nous, Togolais, de savoir ce que nous voulons. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait alternance en 2020. Donnons-nous les moyens. C'est ensemble que nous le ferons. Ce ne sont pas seulement les chefs de parti qui le feront. La force des chefs de parti, ce sont d'abord les citoyens qui croient en les mêmes objectifs que ces chefs de parti-là. Et donc, haut les cœurs, le combat continue. Brigitte Kaffi-Adjamagbo-Johnson, merci d'avoir fait la décryptage de l'actualité sociopolitique du Togo. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de la C14. Merci de nous avoir suivis. Merci à Francis Lage pour la mise en onde de cette émission Projecteur. À mercredi prochain pour d'autres sujets de l'actualité sociopolitique du Togo.
La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.